Bonjour à tous pour ce cours, cette suite du cours sur l'ouverture atlantique au 15e, 16e siècle, avec aujourd'hui le grand A du grand 2, puisque nous avons terminé la dernière fois le grand 1 sur le commerce triangulaire. Pour le cours précédent, vous aviez à faire un dossier sur Sao Tomé, que vous avez ici. Voilà, ce dossier sur Sao Tomé qui était à faire et à envoyer, et qui vous demandait de travailler donc sur cette île ancienne colonie portugaise, extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce que, eh bien, vous l'avez vu, elle est un laboratoire dès la toute fin du 15e siècle de ce qu'on va appeler l'économie sucrière de plantation et esclavagiste. On va voir que les Portugais vont tester quelque chose à Sao Tomé qu'ils n'avaient jamais fait auparavant, et ça va tellement bien marcher, eh bien, qu'ils vont développer ça dans d'autres espaces, et notamment dans les colonies d'Amérique du Sud qu'ils vont découvrir. Donc voilà pour cette partie. Donc grand 2, les conséquences pour les populations autochtones de cette ouverture atlantique des Européens, et d'abord le grand A sur le développement de l'économie sucrière et l'esclavage. Alors, Sao Tomé. Vous voyez, c'est une île qui est située à environ 300 km des côtes africaines. Vous connaissez bien cette île puisqu'elle se trouve évidemment juste en face de l'actuel Gabon. hein. Peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs ont eu l'occasion de la visiter. Elle est connue pour quoi cette île? Elle est connue pour ses roças. Roça est un mot portugais qui signifie plantation. Et ces roças, eh bien, vont, on l'a dit, devenir ici eh bien, une sorte de tentative de développement d'une île à partir de rien. Le dossier documentaire que vous aviez, donc vous aviez plusieurs documents, vous en aviez 5, vous aviez 2 textes qui étaient issus d'un article scientifique, le même article, l'historien Antonio de Almeida Mendes, intitulé Les réseaux de la traite ibérique dans l'Atlantique Nord, tiré des annales d'histoire sciences sociales d'avril 2018. Et puis un autre texte qui lui était une source directe, puisque c'était le témoignage d'un navigateur portugais que vous avez ici, le document 2. Et ce navigateur portugais, il porte un regard sur ces plantations, sur ces roças, quand il débarque à Sao Tomé en 1545. Il tient un jour un journal qui lui permette de nous raconter directement ce qu'il a vu. L'autre document était un schéma qui reprenait le plan d'une plantation sucrière de base. Et enfin, le dernier document était un extrait d'un documentaire que je vous conseille très vivement de regarder pour votre culture personnelle. C'est un documentaire en 5 parties qui a été diffusé sur Arte en 2018, intitulé Les routes de l'esclavage. Et j'avais fait un montage, notamment à partir de l'épisode 2, qui traite des débuts de la traite négrière en Afrique, et puis ensuite en Amérique. Et donc cette partie montre bien cette transition, le passage entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Donc tous ces documents ont pour thème Sao Tomé et sa place dans l'économie sucrière, qui est mise en place par les Portugais, parce que, on l'a dit, Sao Tomé est la première expérience d'une économie orientée vers la plantation sucrière et l'utilisation d'une main-d'œuvre d'esclaves. On pouvait donc se demander dans ce devoir en quoi Sao Tomé fut-il le laboratoire de l'économie sucrière de plantation qui sera développée ensuite en Amérique. Je vous avais indiqué le plan de ce devoir pour vous aider. Il s'agissait d'abord, dans une première partie, de montrer en quoi comment les Portugais pourquoi les Portugais se sont-ils installés à Sao Tomé, et on va voir qu'il y a différentes raisons. Ensuite, eh bien, de décrire la vie dans les Roças et leur fonctionnement, et enfin d'expliquer le basculement de Sao Tomé vers le Brésil, c'est-à-dire le moment où bien les tentatives des Portugais, ce laboratoire mis en place à Sao Tomé, eh bien, prend
tout son sens au moment où les Portugais débarquent en Amérique du Sud et notamment au Brésil. Alors les Portugais s'installent à Sao Tomé donc en 1471. Alors cette île elle a un intérêt pour eux, c'est qu'elle est déserte, hein. Et donc du coup elle va leur donner plusieurs avantages. Premier avantage, c'est que on l'a vu en classe, hein, les Portugais ne comptent pas s'installer véritablement en Afrique à la fin du XVe siècle. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est à contourner ce continent africain pour aller vers l'actuelle Afrique du Sud et surtout pour aller évidemment vers ce qu'on appelle à l'époque les Indes. Donc ils vont installer des points d'appui sur les côtes africaines, mais le problème qui va se poser, c'est que sur ces côtes africaines, il y a par certains endroits des populations et notamment des royaumes, notamment ce fameux royaume Congo que vous voyez à l'écran, hein, qui est situé au sud-ouest du continent africain. Et donc ce royaume du Congo est, on va dire, un petit peu hostile. En tout cas, il n'est pas prêt à l'installation d'un comptoir sur ses côtes, même si évidemment il est intéressé pour faire du commerce avec ces Européens qu'il voit arriver sur ses côtes. Donc, pourquoi les Portugais s'installent à Sao Tomé? Vous l'avez bien dit, hein, cette île elle est déserte. Donc déjà, il n'y a pas de risque de rentrer en conflit avec des populations locales ou avec ce fameux royaume du Congo. Mais en même temps, on s'en rapproche assez pour pouvoir faire du commerce avec lui. Et rapidement, donc, eh bien, sur cette île, les Portugais vont décider de mettre en place eh bien, une économie basée sur la plantation de canne à sucre. Et quand cette île est déserte, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher de la main-d'œuvre au niveau des côtes africaines. Et cette main-d'œuvre servile d'esclaves, ils la ramènent à Sao Tomé. Et c'est ainsi que commence l'essor de cette plantation, hein, sucrière. Le documentaire le dit bien, hein, finalement c'est la rencontre qui va mener au mariage entre l'homme noir et la canne à sucre, puisque cette combinaison va avoir du succès dans les décennies, voire même dans les siècles à venir. Donc l'essor de la plantation sur cette île, elle résulte d'une combinaison de plusieurs facteurs. Donc il y a des facteurs naturels, hein, le climat équatorial que vous connaissez bien, qui évidemment permet de cultiver la canne à sucre, qui a besoin de chaleur mais également de beaucoup d'eau. Des facteurs géographiques, avec la proximité de la main-d'œuvre, et puis des facteurs économiques et financiers. Vous l'avez bien montré également dans vos devoirs, généralement. Hein, on va pouvoir faire du commerce avec ce royaume du Congo, et puis on est sur les routes qui, pour le moment, mènent vers l'Asie, et donc on va pouvoir faire du commerce également avec les marchands européens qui passent par là. Donc du coup, on met en place un système qui va être rapidement très efficace, celui de la roça, de la plantation donc en portugais, qui va devenir le modèle dans toutes les colonies d'abord portugaises et puis les colonies européennes. Alors quel est l'intérêt de ces roças, de ces plantations? Eh bien, c'est que l'on trouve tout sur place. Vous avez au même endroit, vous le voyez hein, sur le plan, à la fois donc la maison du maître, qui généralement surplombe, vous le voyez sur la photographie que j'ai tirée du documentaire, surplombe l'ensemble de la plantation, hein. Donc à la fois il y a un côté pratique, c'est-à-dire qu'il s'agit de surveiller les esclaves qui travaillent dans les plantations, mais évidemment aussi, ça vous ne l'aviez pas à le document, mais un aspect très symbolique, hein. La maison du maître est surélevée, pourquoi? Parce que c'est aussi un symbole de domination, le maître au-dessus des esclaves. À proximité, vous avez également les cases. Évidemment, ces esclaves vont vivre donc dans des conditions assez précaires, dans des cases, en collectivité. Hein, la vie intime est particulièrement compliquée dans les plantations. Et puis, vous avez également donc, tous les outils de production.
c'est-à-dire à la fois les champs de canne à sucre, mais aussi le moulin à eau, la sucrerie, bref, tout ce qu'il va servir à produire. Et si on regarde un peu de plus près, ce que l'on peut dire, c'est que tous les outils sont à portée de main du champ de canne à sucre. Et quand je parle d'outils ici, on peut évidemment évoquer aussi les esclaves. Hein, les esclaves sont considérés ici aussi comme des outils que l'on place à côté des zones de production et des bâtiments de production, parce que le but évidemment c'est d'être efficace. Hein, donc on trouve tout au même endroit. Alors parmi les bâtiments de production qu'on appelle l'engegno, vous avez le moulin à eau et la sucrerie, hein, un ensemble qui va toujours aller de pair. Le tout, donc on l'a dit, dominé par la maison du maître. La vie des esclaves elle est donc totalement restreinte, hein, à la Roça. Ils y travaillent tous les jours. Le documentaire vous dit bien que au moment des récoltes et au moment des nuits de pleine lune, on les fait même travailler de nuit. Hein. Évidemment, ils ne sont pas rémunérés, ce sont des esclaves. Et même pour se nourrir, on vous le dit, hein, ils doivent eh bien, produire eux-mêmes leur nourriture lors de leur jour de congé le samedi. Les conditions de travail, évidemment, sont mauvaises, dans des conditions de sécurité horribles. Hein. Quand ils travaillent de nuit à la lumière de la lune, évidemment, nombreux sont ceux à se couper. Hein. Donc, quand on se coupe dans une île comme Sao Tomé, hein, où les conditions sanitaires ne sont pas bonnes, la chaleur, l'humidité, les infections se développent très facilement. Et puis, vous imaginez bien qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Hein. Donc, des conditions qui sont évidemment horribles. Les conditions de vie, elles, ne sont pas très bonnes non plus. On l'a dit, ils vivent dans des cases. Ils n'ont évidemment aucun droit, si ce n'est celui, eh bien, d'aller à l'église. Le document vous le montre très bien, le plan. Il y a une église dans chaque roça, parce qu'évidemment, bon, on les réduit en esclavage, mais on va quand même leur donner une âme. Hein. Donc, on va christianiser et on va bien convertir de force ces esclaves au christianisme. Les conditions de vie des femmes également sont assez difficiles. Hein. Euh, le viol, hein, est quelque chose d'assez régulier, hein, et notamment des blancs qui travaillent sur ces plantations, des propriétaires qui vont violer des femmes noires, hein, et de ces entre guillemets unions, hein, vont naître ce qu'on appelle les mulatisses. On vous en parle dans le document 2, donc dans les îles françaises encore aujourd'hui, on parle de mulâtres, hein, de créoles, c'est-à-dire hein, des enfants métis qui, à leur tour, auront souvent la vie dure puisqu'ils seront situés hein, entre les esclaves et les familles blanches. Alors évidemment, les riches propriétaires portugais vont s'enrichir hein, de cette économie de plantation avec une main-d'œuvre à bas coût qui coûte rien du tout et évidemment des rendements extrêmement importants. La couronne portugaise regarde ça de loin également, hein, et ne s'intéresse finalement pas trop à cet esclavage qui, pour le coup, aurait pu être remis en question à l'époque. L'esclavage en Europe, dans le cadre notamment d'une Europe christianisée, ça va pas forcément de soi, l'esclavage. Et finalement, on regarde ça d'assez loin, donc du coup, ça passe mieux. Et puis évidemment, l'argent qui est importés vers les revenus qui sont importés vers la couronne portugaise, évidemment, intéressent le roi, la couronne portugaise qui va s'enrichir. Et du coup, cette couronne portugaise, on vous le dit dans les documents, hein, va envoyer des représentants pour gérer l'île et rendre la production encore plus efficace à partir de 1520. Alors on l'a dit, hein, Sao Tomé, c'est un laboratoire hein, pour les Portugais. C'était pas prévu comme ça au départ. Hein. C'était pas prévu comme ça devait rester une expérience sao-toméenne, ça devait rester une expérience purement africaine. Et pourtant, eh bien, les Portugais vont développer ce modèle ailleurs, et notamment en Amérique du Sud, puisque donc en 1500, Pedro Cabral découvre ce qui va devenir le Brésil, donc il découvre les côtes du Brésil. Et ce qui intéresse les Portugais, eh bien, c'est ce qui a fait la richesse
évidemment de la couronne d'Espagne. Rappelez-vous, hein, quand les Espagnols vont conquérir les empires aztèques au niveau du Mexique, les empires incas au niveau du Pérou ou du Chili, hein, ce qui intéresse les Espagnols et qui va faire la richesse du roi d'Espagne, c'est, on l'a vu ensemble, la récolte d'or et d'argent, hein, qui vont rentrer dans les caisses de la couronne espagnole. Et donc les Portugais, bah, eux aussi espèrent, hein, trouver ces richesses. Sauf qu'au Brésil, eh bien, de l'or, ils n'en trouvent pas. Ils n'en trouvent pas, et pourtant ils conquièrent ce vaste territoire, occupé en grande partie par l'Amazonie, hein, et ils vont du coup se dire que bah, il faudrait faire quelque chose de ce grand territoire, et ils se rendent compte que les conditions naturelles sont exactement les mêmes qu'à Sao Tomé, et qu'ils vont donc ainsi pouvoir y développer l'agriculture, et notamment la culture de la canne à sucre. Et donc peu à peu, hein, eh bien, les Portugais se détournent de Sao Tomé pour eh bien, se tourner plutôt vers ces nouvelles colonies qui sont prometteuses, puisque beaucoup plus vastes. Et donc Sao Tomé ne perd pas tout de suite son rôle de laboratoire, puisqu'en fait au départ Sao Tomé devient un pont entre l'Afrique et l'Amérique, c'est-à-dire que tous les esclaves qui seront envoyés en Amérique vont d'abord passer par Sao Tomé, voire y rester quelque temps comme esclaves, travailler sur les plantations de canne à sucre, et seront ensuite envoyés vers le Brésil. Donc les esclaves y transitent, hein, avant de se rendre en Amérique sur les fameux navires négriers. Et puis pour les Portugais, hein, délaisser cette région, ben, c'est aussi intéressant parce que les Hollandais, qui sont une puissance montante à l'époque, hein, on est au 16e et puis ce sera surtout le cas au 17e siècle, les Hollandais ont une flotte importante de navires et commencent peu à peu à s'aventurer dans l'Atlantique Sud, et on sent qu'il y a des tensions entre les Hollandais et les Portugais, et puis des tensions également, un climat d'insécurité de plus en plus important vis-à-vis du royaume du Congo, qui devient de plus en plus hostile, alors qu'au départ, il avait lui-même participé à fournir des esclaves. Et donc peu à peu, eh bien, les Portugais vont délaisser Sao Tomé, hein, qui va être abandonné dans le courant du XVIe siècle pour, eh bien, finalement développer ce qui a été fait à Sao Tomé, mais cette fois-ci en Amérique et notamment dans ce futur Brésil. On comprend mieux donc quelle place Sao Tomé a eu dans l'empire portugais, dans la fondation de cet empire notamment en Amérique, puisqu'on voit bien que ça a été le laboratoire d'une économie qui va tenir le coup encore pendant plusieurs siècles en Amérique du Sud, et puis qui sera repris également à la fois par les Espagnols, par les Français et par les Britanniques, à la fois dans les Caraïbes, en Amérique centrale, mais aussi en Amérique du Nord, hein, puisque les grandes plantations de coton, de canne à sucre ou de tabac qui seront installées au sud de ce qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis, hein, eh bien, vont se développer autour, hein, de la plantation esclavagiste, avec une main-d'œuvre qui va arriver d'Afrique de plus en plus, et qui nous, que vous connaissez bien, hein, puisque cet esclavagisme aux États-Unis, hein, qui deviendront indépendants en 1776, hein, va donner lieu même carrément à une scission du pays en deux au XIXe siècle, et une guerre, hein, la guerre de sécession entre les États du Sud esclavagistes et les États du Nord qui, eux, seront pour l'arrêt de l'esclavage. Voilà. En tout cas, cette traite négrière entre l'Afrique et l'Amérique, eh bien, elle va perdurer, hein, et elle va durer assez longtemps, puisqu'en gros, il faut attendre le début du 19e siècle pour que la traite négrière entre l'Afrique et l'Amérique commence à se restreindre de plus en plus. À cause de quoi? À cause des Britanniques, hein. Se développent les courants libéraux euh, en Grande-Bretagne à partir du début du 19e siècle, et qui perçoivent très mal
la traite négrière, la vente d'êtres humains, et qui vont, les Britanniques, au début du 19e siècle, devenir la première puissance économique mondiale, et notamment la première puissance militaire, notamment sur les mers. Et ils vont être les gendarmes des mers et ils vont arrêter les navires français, les navires espagnols qui continuent cette traite négrière au 19e siècle parce que l'esclavage est encore autorisé dans leurs colonies. Et donc peu à peu, eh bien, ils vont combattre les Britanniques, hein, cette traite négrière. Et c'est ce qui va réduire peu à peu cette traite négrière entre l'Afrique et l'Amérique jusqu'à ce que les autres puissances occidentales, la France, l'Espagne ou encore le Portugal, décident d'abolir l'esclavage. Pour la France, ce sera en 1848. Donc vous voyez, c'est une histoire, hein, qui a 300 ans, cette traite négrière. Hein, et plusieurs millions d'Africains seront déportés entre, l'Afrique et l'Amérique. Et maintenant, vous savez d'où ça tire son origine, hein, cet esclavage, même s'il existait déjà en Afrique, hein, entre populations africaines et entre populations africaines et d'Afrique du Nord, hein, et du Moyen-Orient. Hein, mais en tout cas, cette traite transatlantique, elle commence au tout début du XVIe siècle et elle se termine donc au XIXe, hein, donc un peu plus de 300 ans. Voilà, j'espère que vous avez bien tout compris et on se retrouve donc bientôt pour le cours suivant. Merci.